C'est un plaisir de vous retrouver au rendez-vous de Actu et Débat de ce jour. En studio, Arimi Choubadé, journaliste. Arimi, bonsoir. Oui, bonsoir. Distel Amoussou, en face de vous, Distel Amoussou, consultant média. Distel, bonsoir. Bonsoir, Brice Bill Aïtidi. Avec vous, nous parlerons entre autres du voyage du chef de l'État au Brésil, de la marche ce mercredi de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, CSTB, et puis nous évoquerons les propos du fondateur de l'ONG Urgence panafricaniste, Kémy Séba, sur son pays, le Bénin. Actu et Débat mise en onde, Patrice Bédia, présentation Brice Bill Aïtidi. Actu et Débat. À nouveau, bonsoir. Bonsoir à mes auditeurs, bonsoir chers invités. Bonsoir, cher. Alors, vous savez que le président Patrice Talon et sa délégation séjournent au Brésil depuis ce mercredi pour une visite de travail, Distel Amoussou. C'est une première visite de chef d'État africain après l'élection de Luiz Inácio Lula da Silva au pouvoir. Oui, et la délégation béninoise est à la maison. Il faut dire qu'entre le Brésil et le Bénin, et sur le plan historique, il y a un cordon ombilical, il y a des racines. Et depuis plusieurs années, il y a que la démarche s'effectue pour que nos parents, n'est-ce pas, qui se retrouvent de l'autre côté, puissent commencer à prendre, n'est-ce pas, le chemin du retour pour pouvoir complètement s'intégrer à nos réalités ici. Alors, donc, le gouvernement du président Patrice Talon ouvre un couloir en même temps culturel et touristique, et donc le Brésil est pour nous, pour le Bénin, je ne dirais pas un client, mais un associé, un partenaire sûr. Alors les deux pays, vous l'avez rappelé, partagent en commun un riche patrimoine historique et culturel. Visite de 4 jours, programme chargé pour le chef de l'État, Arimi Choubadé, des retombées à coup sûr pour le Bénin. Si vous commencez par parler de retombées, on vous renvoie directement à la visite de Yahi au Brésil. Il est revenu avec 90 km de route entre Kétou et Savè. Les jeunes joueurs sont partis pour, je crois, 18 mois au Brésil, dans un centre de formation de foot. Et puis bon, il devait avoir un projet ça passe à turbine à gaz ou production d'électricité, ça a été suivi des faits. Donc voilà, là on a mis là-bas pour Talon. Alors s'il lui revient et que bon, on n'a pas au moins 90 km. Là on a mis là-bas pour le président Talon, c'est-à-dire c'est 90 km peut-être fois 2. C'est qui le on qui a mis la barre? Non, je vous en prie. Ensuite, non mais on est en train de faire des analyses. Moi je suis pas dans les secrets de cette visite-là. Je viens d'apprendre, enfin, il y a quelques heures que bon, le chef d'État au Brésil. Il n'y a jamais eu une communication en ce sens pour dire oui, et voici les objectifs, etc. Donc on est obligé de faire. La seule référence que nous avons, c'est la précédente visite d'un président béninois au Brésil, qui nous a permis d'avoir certains accords, certaines retombées. Selon vous, la barre est assez haute. Vous voulez que le président Talon en fasse à beaucoup plus. Moi, je ne sais pas comment il a fait. Vous attendez quoi comme retombée, par exemple? Non, mais c'est ça que je vous dis. Je ne suis pas dans la préparation de cette mission. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc moi, je n'attends... Enfin, je ne savais même pas qu'il y avait une mission qui devait se... Vous savez, dans le temps, au moins, quand j'étais en train de voyager, il y a un petit communiqué qui dit oui, de telle date à telle date, le chef d'État va... Enfin, il y en a eu. Vous n'avez pas... donc, non, je ne sais pas si vous savez exactement. J'ai même vu que, bon, on parle de plus en plus de liens culturels, séculaires, mais ce n'est pas nouveau. Je vous ai dit que ces liens datent de plusieurs siècles. Et le Bénin était réputé être la côte de l'esclave. Donc c'est d'ici que partait la majorité des esclaves. Donc ce n'est pas qu'au Brésil, dans toute l'Amérique latine, vous avez ces liens séculaires et tout. Et donc, bon, la particularité du Brésil, peut-être que c'est quand c'est lié à ce que nous avons vu comme 9 et 10 janvier dernier dans les rues de Ouida et de Cotonou. Peut-être que c'est lié au Vaudoudé. Ben, sinon, en réalité, comme je dis, le chef d'État est au Brésil, il est comme son prédécesseur,
Et donc voilà, il fait son boulot. Et moi, je ne sais pas ce que je vais dire par rapport à ça. On attend qu'il revienne et qu'à la fin, qu'on dise pour oui. Pour apprécier ce qu'il a ramené. Oui, qu'on dise oui. Voilà. Mais je vous dis déjà que dans le passé, voici, c'était la moisson de Yahi. Et ça, le rappeler, je ne sais pas si ça viole une règle ou une convention. Vous comprenez, nous sommes dans la continuité. La moisson de Yahi, vous avez estimé que la barre est assez haute. Nous sommes dans la continuité de la République. Peut-être qu'ils feront plus, peut-être qu'ils feront moins. On ne peut pas leur reprocher de n'avoir pas été au Brésil. Ils sont allés au Brésil, chapeau, bravo. Le Bénin sur orbite, etc. Mais Lula connaissait déjà le président de la République du Bénin. Dissel Amoussou, vous êtes marié tout le temps, vous avez envie de réagir? Non, il n'y aura pas de réaction, sauf à dire que en parlant du Brésil et du Bénin, nous parlons de deux nations, nous ne parlons pas de deux personnes, nous ne parlons pas de Boni Yahi, nous ne parlons pas de Patrice Talon. Et moi, je voudrais donc faire focus sur la relation, n'est-ce pas, qui existait entre le Brésil et le Bénin, et souhaiter, comme le renseigne la composition de la délégation du président Patrice Talon. Et il est parti donc avec le ministre des Finances, il est parti avec le ministre de l'Agriculture, il est parti avec le ministre de la Culture et avec le ministre des Affaires étrangères. Donc c'est pour dire que cette composition nous renseigne déjà sur la vision et les objectifs, n'est-ce pas, que se fixe cette mission du chef de l'État. Quand vous allez, n'est-ce pas, voir un pays avec qui vous avez des relations, vous n'allez pas forcément tendre la main. Donc, revenir avec des présents, cette notion-là me dérange un peu. Et c'est comme si nous allons quémander. Non, le Bénin ne va pas quémander. Le Bénin va discuter avec un partenaire sur plusieurs domaines et voir comment est-ce que... On n'attend pas forcément de retomber, vous. Oui, quand vous appelez ça retomber et on nomme tel nombre de kilomètres de bitume, moi ça me dérange un peu. Voyez-vous, mais déplaçons le curseur, ne voyons plus les visites officielles, n'est-ce pas, des chefs d'État africains comme des occasions pour aller tendre la main aux autres. Non, nous devons asseoir des partenariats, n'est-ce pas, qui seront fructueux, qui seront gagnants-gagnants pour les deux nations. Moi, c'est mon analyse. Alors, cette visite va forcément appeler celle d'autres dirigeants africains. Je reste avec vous, Dissel Amoussou. Écoutez, le Bénin ne vit pas en autarcie, la démocratie béninoise ne vit pas en autarcie, l'économie béninoise ne vit pas en autarcie, et le Bénin a pour ambition de se révéler au monde, de se révéler à lui-même et se révéler au monde. Et je vous l'ai dit, le Bénin est en train d'installer un couloir gigantesque pour le tourisme. Donc, le Bénin a besoin, n'est-ce pas, d'être visité. Le Bénin a besoin d'accueillir du monde. Et le Bénin s'y prépare. Donc, il y aura certainement d'autres visites, il y aura d'autres séances de travail. Et pour renforcer l'axe Brasilia et Cotonou. Voilà. Alors, votre réaction rapidement sur ces propos d'Dissel Amoussou, M. Arimi Choubade, qui estime que, bon, il ne faut pas forcément aller vers ces pays-là pour tendre la main, alors que vous parlez en termes de retombées. Vous avez estimé même là-bas très haute, déjà. Non, le Brésil ne peut pas dire que le Bénin n'avait rien à gagner avec le Bénin. Il y avait Petrobras qui était venu ici, qui a scanné tout le territoire, la recherche du pétrole. S'ils avaient trouvé des minéraux à exploiter, le Brésil serait très implanté. Et je crois que c'était dans le cadre de ce genre de partenariat qu'il y avait eu ces retombées-là. Alors donc je ne crois pas que le Brésil est venu construire des routes au Bénin juste parce que Yahi est allé, je ne sais pas, parce qu'il a trinqué avec Lula à l'époque. Il était venu, le Brésil avait ses intérêts. J'ai juste parlé de ce truc-là, j'ai même parlé du projet de production d'énergie électrique. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, si ça a pu prospérer ou pas. Et bien, plus tard, vous avez vu les entreprises brésiliennes venir explorer, scanner le territoire béninois à la recherche de minerais. Où ça ne s'est pas passé comme ça? Si le minerai, il s'était révélé qu'il y avait des gisements importants dans le pays, peut-être que, bon, à l'extraction, on les verrait. Enfin, je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. Hein.
on parle des intérêts du Bénin. On ne parle pas des intérêts du Brésil. Si, comment l'appelle-t-on, dans cette coopération, c'est le Bénin qui gagne plus que le Brésil, moi, ça ne me gêne pas. Je ne suis pas frustré par rapport à ça. Maintenant, si certains pensent que oui, le Bénin doit forcément être capable de donner, je ne sais quoi, ceux qui s'intéressent au Bénin savent pourquoi ils s'intéressent au Bénin. Il a parlé de touristes qui viennent. Je ne sais pas si c'est à la place de Goro remplie de brousse ou comment on appelle, à la place Toussaint Louverture en chantier depuis 2018, alors que le chantier devait durer 4 mois. Ça, ce sont les points emblématiques du tourisme béninois. Je ne veux pas parler de l'aspect de Gambier ou Serva. Et bon, je ne sais pas où est-ce qu'on veut traîner. Ah bon, ok. Vous avez dit que je ne vais pas rentrer dans son monde. Hein, bon, vous lui avez donné l'occasion au moins de nous présenter la délégation, de lire à travers la délégation les signes avant-coureurs de ce qui va se passer. Écoutez, pour le reste, je ne sais pas ce que je dis sur les déclarations. Mon ami. Direction la Bourse du Travail sans transition. Ce mercredi, la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, CSTB, a organisé une nouvelle marche dans les rues de Cotonou. Le préfet, il a finalement cédé au droit de manifestation selon les travailleurs arrivés. Bon, ça c'est une mauvaise publicité pour le Bénin. Hein, laquelle? Ils nous ont mis sur là. Vous avez suivi ce qui s'est passé? Le monde entier a vu comment on a pourchassé des travailleurs, on les a arrêtés toute une journée. Il y avait des communiqués qui fusaient de partout dans le monde pour qu'on libère des syndicalistes qui ont été gardés. Bon, finalement, le soir, je parlais du 27 avril, hein, la première tentative de marche. Oui. Et après, il y a eu le 1er mai où on a pris des gens, on a fait des contrôles d'urine. Voilà comment on prépare le Bénin à accueillir des touristes. Hein? Un pays dans lequel un 1er mai sacré sur la planète entière, où les travailleurs, on leur donne presque, enfin je ne veux pas dire toutes les libertés, mais où les travailleurs essaient quand même de se manifester pour exprimer un certain nombre de choses. Ce 1er mai symbolique, on les a empêchés de se réunir à la bout du travail déjà, avant qu'on envisage qu'ils entreprennent une marche. On a fait toute cette mauvaise publicité. Et vous avez vu jusqu'après, on devait être à la 3e marche, le 11 dernier, c'est-à-dire ils ont finalement fait ce qu'on a refusé au départ. Et il y a même, après la marche du 11, j'apprends qu'il y a autre chose qui est programmée pour les jours à venir. Et je crois également qu'il y a ouverture du dialogue entre les syndicats et le gouvernement. Alors je me demande pourquoi, quels étaient les enjeux de cette histoire-là. Hein, au point qu'on vienne sur un plateau pour en débattre. Normalement, une marche des travailleurs devait être une marche des travailleurs, tout simplement. Hein, on en fait une actualité du moment et puis après, chacun va casser ses occupations. Mais depuis, avant même le 27 avril, est-ce qu'il y aura marche ou il n'y aura pas marche? C'est ça qui a occupé tout le monde. Hein, et puis, bon, on est dans un pays où la révélation du Bénin, ça passe par des broutilles qu'on transforme en affaires d'État. Hein? Et puis vous avez suivi, le chef de l'État, il a annoncé, même dans une déclaration, que lui, il est sous pression chez lui, il y avait des marches, alors que jusque-là, il n'avait pas encore autorisé une seule marche. Hein? Pendant qu'il interdisait les marches, il disait à l'international qu'il a des problèmes chez lui parce que les gens marchent contre la vie chère, alors que les gens n'ont pas encore pu marcher. Est-ce que vous convenez avec les travailleurs que le préfet a finalement cédé au droit de manifestation? Non, c'est pas affaire de préfet. Le préfet, lui, écoutez, c'est un avocat. Il connaît le droit, il ne peut pas se permettre d'empêcher. Et puis vous avez vu, il n'a pas fait de courrier. Hein? Il s'est contenté de venir dire oui, ils n'ont pas obtenu l'autorisation, alors que c'est lui qui devait délivrer l'autorisation. Lui qui devait délivrer l'autorisation dit qu'ils n'ont pas autorisé. Il devait venir dire non, j'accorde, enfin, non, je n'accorde pas, oui, j'accorde. Ouais, non, le préfet. Et puis vous avez vu, c'est comment on appelle, pour les répressions, c'est le DGPR lui-même qui était là. Il ne faudrait pas me dire que le DGPR aux ordres du préfet. Et quand on a pris les syndicalistes, on les a déportés du commissariat du Cotonou pour les amener à Glangana. À Glangana, c'est dans le littoral. Ou bien c'est le préfet de littoral qui commande jusqu'à Glangana. Non, moi je ne veux pas m'étendre sur le cas du préfet parce que pour moi, il est juste le pion, il est juste un instrument au service d'une politique d'empêcher les gens de s'exprimer. Et bon, il a dû obtempérer pour ne pas perdre son poste. On ne peut pas lui reprocher dans le contexte politique béninois. Hein? Il a essayé de... je ne pense pas que
c'est le préfet qui a fait un bras de fer avec les syndicats. La preuve, actuellement, le gouvernement a dû accepter de discuter avec les travailleurs. Je crois qu'il y a eu une première rencontre où, enfin, je viens d'apprendre que le jeudi prochain, ils vont se revoir pour discuter. Voilà, je ne sais même pas si c'est tout à l'heure qu'ils vont discuter, mais ce que je sais, c'est que ça a donné lieu à des négociations. Alors, donc, pour moi, le préfet, je ne les donne pas. Je ne le donne pas. J'espère que j'aurai la parole avant la fin de l'émission. Non, je peux lui donner mon temps d'antenne. Laissez-le finir. Laissez-le finir rapidement. Je le laisse finir l'émission parce que je pense qu'il est un peu impatient. Parce qu'on a tout titiller ces gars. Pour moi, Est-ce que l'autorité, disent-elles, il a fini son exposé. Avait le choix? Est-ce qu'il avait le choix, puisque précédemment une marche avait été déjà autorisée, marche des mêmes travailleurs le 11 mai? Moi, je ne sais même pas s'il y a eu marche ou pas. Je ne sais même pas. Et quelles sont les retombées de cette marche-là, ou de cette série de marches? Ça nous a aidé à cultiver un tongolo de maïs, ou bien c'était juste pour le défoulement? Oui, ça leur manquait, hein, il faut avouer ça leur manquait qu'ils crient dans la rue, qu'ils vocifèrent et sans rien modifier, sans rien changer, parce que c'est quoi? Ce qu'ils auraient dû faire, c'est de prendre la route du champ et d'aller labourer, n'est-ce pas? Attendre que la production soit beaucoup plus grande l'année prochaine. Sinon, je sais pas. C'est parce que vous n'êtes pas pour une marche des travailleurs dénonçant la vie chère. Je ne suis pas pour la banalisation de l'instrument de lutte de la classe syndicale. Non, en quoi est-il banal? C'est-à-dire en 2-3 semaines, on a eu une série de 4 marches ou 2-3. Je ne sais pas, ça n'a plus de sens. Pour moi, il y a un cadre de discussion gouvernement syndicat. Voyez-vous, il faut tout faire et activer, n'est-ce pas, ce cadre-là pour que les choses soient dites à l'intérieur de ce cadre-là. Et puis quand on parle de la vie chère, je ne sais pas où au monde la vie n'est pas chère. En France, quand vous voyez le nombre de clochards, le nombre de sans domicile fixe, vous voyez comment les gens vivent, je ne sais pas où est-ce que la vie n'est pas chère. Depuis que des phénomènes, n'est-ce pas, qui ne proviennent pas forcément de nous, surgissent dans le monde, et que tout le monde est obligé de subir. Je vais parler notamment de la Covid, je vais parler de la guerre. Depuis que ces choses-là ont impacté, n'est-ce pas, notre vivre, je crois que marcher, c'est pas la solution. Moi, j'appelle ça la folklorisation, n'est-ce pas, de l'âme, de l'outil syndical. Ils ont marché, ça a donné quoi? C'est quoi les retombées? Il faut se poser la question. Aujourd'hui, au Bénin, tout le monde sait que depuis 3 années, nous sommes en surproduction céréalière. Tout le monde sait. Si nous avons un mode de vie qui sort du cadre normal ou de ce que nous produisons, ou nous ne voulons pas consommer ce que nous produisons, ou que nous produisons ce qui n'est pas utile pour nous, c'est notre problème. C'est pas le problème des autres. Non. Et puis, écoutez, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas vus marcher quand on a arrangé la situation des AME? Pourquoi on ne les a pas vus marcher quand le SMIC a augmenté? Et qui sont ceux qui marchent? Les travailleurs. C'est-à-dire des fonctionnaires, je veux dire. C'est les fonctionnaires. C'est des gens qui vivent sur le dos, n'est-ce pas, des producteurs. C'est des gens qui vivent sur le dos Écoutez, ils sont combien? C'est à peu près 800 000. Et c'est eux qui bénéficient de tout. Ils font la pression. Mais tout ce qu'on a énuméré là, comme social là, qui bénéficie? C'est eux, c'est pas les commerçants. C'est pas les cultivateurs de soja ou de maïs. Et c'est eux qui viennent dans la rue dire que la vie est chère. Bon, écoutez, on n'a qu'à leur trouver d'autres endroits où ils marchent. Et moi, je ne sais même pas s'ils ont marché. Marcher n'est pas la solution pour vous également c'est tout ce qu'il voulait dire. Il réclamait la parole avec beaucoup d'énergie. Enfin... Et puis, cette histoire de qui sont-ils, on entendait ça depuis le PPP.
Ça n'a pas changé. Qui sont-ils? Donc c'est pas nouveau. Qui sont-ils? L'image, pourquoi? Donc si rien n'a changé, alors pourquoi il continue de marcher? Vous dites qu'il y a surproduction céréalière. Vous demandez encore aux gens d'aller le cultiver. Bon, alors. Bon, moi, je ne sais pas. Là, c'est pas ce qui est cher. Hein. Essayez de vous stagner quelque part pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Sinon, écoutez, dans tout, on devait marcher pour tout. La démocratie même est née dans la rue. Je ne sais pas pourquoi. On a vu. La marche est même conseillée pour la santé. Non, je vous en prie. Moi, je ne suis pas votre médecin. On a vu dans ce pays monsieur Patrice Talon, qui a été gardé brièvement dans le commissariat de Cotonou. Et tout Cotonou s'est pratiquement embrasé. À ce moment-là, la démocratie était là, tout le monde était content. On a empêché même des gens de rentrer chez eux, ceux qui vivent avec la vie. Oui, tiens, je me rappelle de cette période. Je me rappelle, c'est un moment où on avait vu le sang de mouton à la bout du travail. Vous savez ce qu'on appelle, vous connaissez le sens du sang de mouton? Vous connaissez attendez, ce sang de mouton, il faut préciser. Le sang de mouton, c'est un syndicaliste qui est venu à la télé pour contester la déclaration de certains de ses collègues qui disaient qu'ils avaient été blessés. Je ne vais pas donner son nom. Ils racontaient que c'était une technique qu'ils ont adoptée depuis qu'ils étaient à l'université et ils se barbouillaient du sang de mouton pour convaincre les gens que la police a fait de la violence sur le campus. Ah d'accord. Donc c'était une pratique connue. Non, c'est pas une pratique connue. Donc c'est de là que l'expression sang de mouton est apparue sous Yahi. Et après j'ai suivi Yahi dans une interview qui a repris. Moi, je n'ai jamais voté Yahi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas le suivre politiquement. Mais pourquoi vous ramenez tout le débat à Yahi? Mais non, je vous explique l'origine du sang de mouton. C'est vous qui avez parlé du sang de mouton. Alors, si vous ne voulez pas qu'on vous explique ce qui s'est passé, parce qu'on n'est pas placé sur le plateau pour raconter ce qui n'existe pas, si vous le dites, enfin, vous savez ce que c'est la question de mémoire. On peut faire ce débat-là jusqu'à demain. Je peux vous préciser les noms, les circonstances dans lesquelles l'expression sang de mouton est venue. Ce n'est pas une expression de Yahi. Contrairement à ce qu'on veut faire croire à tout le monde. Ce sont les syndicalistes, eux-mêmes sont dénoncés pour dire qu'en réalité, c'est une technique qu'ils ont à se barbouiller de sang de mouton pour montrer que la police a fait des violences sur eux. Voilà. Donc il ne faut pas dire que, il y a eu affaire de... Enfin, on ferme cette parenthèse et je vous explique que les travailleurs, vous parlez de fonctionnaires. Mais allez à la bout du travail. Ils sont en train de se préparer pour une réunion, je crois, avec le gouvernement. Vous allez voir si ce n'est que des questions de fonctionnaires qui doivent être débattues. Les fonctionnaires n'ont pas vraiment de problème. On connaît ceux qui ont les travailleurs qui ont des problèmes dans ce pays, on les connaît. Et puis la cherté de la vie. On dit qu'il y a, comment on appelle, surproduction. Et pourtant, le maïs est allé à des prix terribles. Oui, mais on sait pourquoi. Qu'est-ce que vous appelez pourquoi? Si vous créez de l'évasion. Quelle évasion? Évasion céréalière. Partout dans la sous-région, ça coûte moins cher qu'au Bénin. C'est faux. Dites-moi là où c'est faux. Oui, dites-moi là où ça va. Les Nigériens, ils consomment le maïs? Non, ils arrosent le sol avec. Non, les Nigériens, ils font la pâte. On va revenir, s'il vous plaît, à la marche des travailleurs de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, Arimi Choubani. Oui, est-ce que vous pensez qu'une telle marche reste une bonne stratégie pour la CSTB avec son lot de problèmes, arrestation, condamnation avec sursis, etc. Non. Les responsables de la CSTB, on ne va pas leur raconter le syndicalisme. C'est des combattants qui sont là depuis des années, qui organisent des marches, qui sont dans leur monde. Moi, je ne suis pas un syndicaliste, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut déclencher. Là où moi je suis, je ne peux même pas demander à 3 personnes dans Cotonou ici de venir marcher avec moi, et ils vont me suivre. Mais vous avez vu, à chaque fois qu'ils disent qu'il y a marche, les gens sont derrière eux. C'est leur mode de fonctionnement. Et eux seuls sont capables Est-ce que c'est une bonne stratégie avec leur quotidien de problèmes depuis la marche interdite du 27 avril? Demandez à leur ami qui est ici, qui sait qu'ils ont besoin de cultiver, que d'aller... Non, je voudrais avoir votre avis personnel. Non, moi je ne peux pas. Je vous dis que c'est bonne stratégie ou pas non, mais vous n'allez pas demander à quelqu'un qui fait sa lutte s'il est dans une bonne stratégie ou pas. Est-ce que la CSTB, c'est pour ça que je dis que c'est des gens qui sont rompus au milieu. Ils savent très bien de quoi il s'agit. Ils savent ce qu'il faut faire. Et c'est à eux de savoir s'ils sont satisfaits de tout ce que... Même au moment où on avait interdit les marches, on a vu la CSTB organise des marches où il y avait 10 personnes dans les rues. Et ils en étaient fiers. C'est comme ça c'est leur mode de fonctionnement. Et on ne peut pas le leur enlever. Si nous sommes dans une république où il y a la liberté d'expression, on ne peut pas reprocher à des gens qui n'ont enfreint aucune règle, aucune loi,
pourquoi ils font ce qu'ils font, ou leur demander de changer de stratégie, surtout quand ils ne sont pas à leur place. Je ne peux pas vous demander à vous pourquoi... Je n'ai pas demandé de changer de stratégie. Je voudrais votre appréciation sur la stratégie. Mais Bisby, il est lui-même. Il fait dans son style. On ne peut pas lui reprocher de... Si lui... Mais Arimi Choubadé peut apprécier. Ben, non, pas moi. Moi, je ne suis pas dans ça. Je me dis, si les gens veulent s'exprimer, du moment où ils n'ont pas enfreint une loi. Moi-même, il m'arrive de m'associer à des marches dans ce pays. Oui, il m'arrive de m'associer à des matchs quand je me souviens de l'histoire de Ozias. On était là, les difficultés de soleil. On a voulu. Et je voulais raconter ça ici la dernière fois. On a commencé par la hack, mais on nous a même pas permis. On a laissé nos voitures donc chacun a pris la tangente. On s'est retrouvé, ironie du sort, on s'est retrouvé, on a trouvé refuge à la bourse du travail avec Franck Pochemin, alors président de l'UPMB. On n'a même pas pu marcher. Et c'est sous ce régime-là quand les déboires du soleil ont commencé. Et donc il m'a dit moi-même de m'associer à des marches. Je ne vais pas demander aux autres pourquoi ils viennent vous faire une marche. Ils sont convaincus de ce qu'ils défendent. Ils viennent s'exprimer. Et on ne peut pas être contre l'expression. Je ne peux même pas comprendre pourquoi l'opportunité d'une marche ou pas, ils peuvent faire ce débat-là en leur sein à la bout du travail. Mais dès qu'ils décident de marcher, c'est qu'ils ont décidé de marcher. Ils n'ont pas empêché d'autres de le faire. Ils n'ont pas cassé des maisons, ils n'ont pas brûlé. Je vous ai dit qu'on a voulu arrêter Candy Nazanaï dans ce pays, Souyaï. On a mis Cotonou en ébullition. Et personne on n'a même pas arrêté une seule personne. Enfin, on a interpellé quelques-uns pour les calmer. 2 ou 3 jours après, ils étaient déjà en liberté. Et donc l'expression, pour moi, elle est sacrée. Ils marchent, même tout à l'heure, s'ils veulent, ils font leur marche. Et puis, bon, maintenant, si c'est une bonne ou une mauvaise stratégie, c'est à eux de tirer les conclusions. Merci, Arimi Choubadé. Je voudrais rappeler aux amis auditeurs qu'ils sont sur Radio Cotonou. L'émission, c'est Actu et Débat. Nous recevons pour vous Arimi Choubadé, journaliste, Distella Moussou, consultant média. Nous allons à présent nous rendre sur le campus d'Abomey-Calavi. L'accès à ce lieu de savoir, à l'enceinte de l'université, est désormais subordonné à la détention de la carte d'étudiants. Décision du recteur à Vlessi, décision motivée par le renforcement de la sécurité sur ce lieu de savoir. Votre appréciation, Distella Moussou? Moi, j'allais me demander pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on prend cette décision-là. C'est une décision, c'est une mesure qui devrait être en place depuis, n'est-ce pas, c'est un lieu de savoir, on sait qui doit s'y retrouver. Et puis c'est devenu un marché depuis plusieurs années. Hein. Et on y entre, on y sort. Non, je crois qu'il faut, et j'espère que cette mesure-là connaîtra un sort heureux et une durabilité, parce qu'en réalité c'est de cela qu'il est question. Il faut savoir qui est sur le campus. Ce campus-là qui s'est transformé en nid de délinquance, en marché, en marché de travailleurs de sexe, en tout quoi. Et c'est une décision heureuse, même si elle vient tardivement. Décision heureuse, sort heureux. Arimi Choubadé. Non, c'est sûr que les campus en général sont confondés à des problèmes de sécurité. Et, les administrateurs de ces lieux-là, bon, je présume qu'ils sont de bonne foi et qu'ils veulent le meilleur. Il n'y a pas que il y a beaucoup d'autres campus dans le pays où la scène n'est pas aussi libre. Bon, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est seulement les étudiants qui ont des intérêts sur le campus? Est-ce qu'on a pris la peine d'extraire tous les autres intérêts concurrents? Parce que le campus, aujourd'hui, il y a plein il y a même des centres, je ne sais pas si c'est centre de santé dit, mais on allait faire des analyses biomédicales là-bas. Sur le campus, oui, sur le campus. Je ne sais pas si ça continue au niveau, par exemple, de l'imagerie médicale. Je ne sais pas si ça continue. Et si les patients devaient venir pour faire leurs consultations ou pour leurs besoins, on doit leur exiger des cartes. Enfin, je ne sais pas comment ils ont arrangé tout ça.
Hein, on espère que c'est... Pour extraire les non-étudiants. Oui, Parce qu'il y a même une piscine, il y a un restaurant voilà. dans le jardin botanique, par exemple. Donc tout dépend de la finalité. Il y a des banques installées sur le campus. Tout à fait. Donc ça dépend de la finalité. Et puis il y a une résidence. Et quand on dit résidence, ça veut dire qu'il y a des parents, des visiteurs, beaucoup de gens qui viennent, même pas aux heures de cours. Et donc dans chaque résidence, dans chaque cité, il y a des petits fléaux tout autour qu'on essaie de gérer. Vous voulez dire que la décision n'est pas bien pensée? Non, je ne dis pas ça. Je leur crédite de la bonne foi. Ailleurs, par exemple, vous avez des postes de police dans les centres des campus. Vous avez des campus, par exemple, où il y a des postes de police qui peuvent assurer la sécurité relativement pour empêcher que... Faire des patrouilles. Oui, pour empêcher qu'il y ait des infiltrations mal intentionnées ou des trucs de ce genre-là. Bon, mais si c'est la solution, c'est de contrôler les cartes à l'entrée et qu'il n'y ait pas de... et que c'est de façon concertée avec les acteurs du campus, bon, il n'y a pas de souci. Mais si on ne commence pas à voir des bavures ici et là, où des gens avaient des intérêts légitimes d'être sur le campus et qui ont été empêchés, ou qui ont été arrêtés, ou des trucs de ce genre-là, bon, on va apprécier. Sinon, on ne peut pas refuser à des gestionnaires d'un centre, enfin d'un milieu de ce genre-là, de prendre des mesures, si tant est qu'il y a des problèmes de sécurité, des problèmes réels de sécurité. Mais ces problèmes ont existé depuis longtemps. Aujourd'hui, on peut même dire que le site est encore plus sécurisé qu'auparavant. Parce qu'au moins, c'est clôturé aujourd'hui. Auparavant, il n'y avait pas de clôture. Et donc maintenant, on peut mieux faire le contrôle, la sécurisation et tout. Si cela rentre dans une manière d'améliorer les prestations dans ce lieu-là, bon, on apprécie. Mais moi, je n'ai pas encore entendu des voix discordantes pour contester la mesure. Mais c'est vrai que d'ici là, chacun va se déterminer par rapport à ce qui est fait. Sinon, pour le moment, on les crédite de la bonne foi. Pour le moment. Pour le moment. Doit-on craindre pour la décision, disent-elles, au regard des cas évoqués par Arimi Choubadé? Non, il n'y aura pas... Enfin, à mon niveau, il ne devrait pas avoir de crainte. Mais comment est-ce qu'il faut mettre en pratique cette décision-là, comme il le dit, en préservant et en contrôlant les intérêts, n'est-ce pas, connexes qui sont sur le campus. Je crois que c'est dans la pratique qu'on va pouvoir apprécier cette décision-là. Nous avons rencontré des étudiants qui ont apprécié cette décision. Nous allons les écouter très rapidement. La décision est salutaire parce qu'elle va permettre de renforcer la sécurité sur le campus, de mieux gérer les flux d'étudiants. L'accès à certains bâtiments seront mieux encadrés et ça va aussi renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté universitaire. Les étudiants pourront mieux se reconnaître entre eux. La mesure elle est salutaire, mais elle impose des contraintes. Donc il faut que tous les étudiants soient prêts à le faire. Moi je vois que c'est une très belle initiative parce que déjà lorsqu'on entre dans le campus, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est étudiant, de qui est visiteur. Parce que habituellement beaucoup viennent commettre de mauvais actes dans le campus. Donc en disant ça, je pense que c'est pour renforcer la sécurité. Ben voilà, des étudiants qui s'exprimaient sur la décision du recteur Avlessi. Oui, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de cas de sécurité sont causés par les étudiants eux-mêmes. Tous les étudiants ne sont pas des gars clean, comme on dit. Tout le monde connaît très bien les passages occultes qu'il y a où les petits, en quelques secondes, on déjà franchi le but. Même au niveau du goudron, on le voit. Derrière là-bas, n'en parlons pas. Il y a beaucoup, rien que pour aller faire le détour, pour passer par les portes officielles, se sont aménagées d'autres issues. Donc, l'insécurité. C'est pour ça que je dis, si ce n'est pas de concert, si eux-mêmes ne se sentent pas menacés par cette sécurité pour participer aux mesures qui sont prises, et que c'est bon, les responsables seulement qui ont décidé de ça. N'oubliez même pas que même les cartes, hein, ça se falsifie. Hein. Et voilà, donc on ne peut pas faire la sécurité sur le campus sans la participation des acteurs eux-mêmes. Hein, parce que si eux-mêmes... Il faut instaurer une sorte de coproduction de la sécurité entre les acteurs, tous les acteurs et les dirigeants, sinon ça va être... Coproduction de la sécurité en quoi faisant? Oui, en associant les responsables étudiants, n'est-ce pas, en sensibilisant... Mais ça se fait déjà, non?
sur le campus. Oui, mais si on a senti encore aujourd'hui la nécessité d'instaurer la détention permanente de cartes sur le campus, c'est qu'il y a la persistance de l'insécurité ou qu'on a remarqué quand même qu'il y a certainement d'autres corps étrangers allogènes qui viennent commettre des actes sur le campus et peut-être que en agissant de cette façon-là, on va pouvoir les identifier ou les détecter. Certainement, je n'en sais rien, mais je dis, la sécurité sur le campus doit être le travail des étudiants eux-mêmes, n'est-ce pas, avant d'être le travail des gestionnaires de centre. Et puis à la fin, vous allez me montrer le confrère qui a fait le Vox Populi là. Moi, il va lui montrer des gens qui sont prêts à lui dire que la mesure était mauvaise. Je ne sais pas par où il est passé pour ne trouver que des gens qui sont d'accord. Vous êtes prêt à lui montrer des gens? Tout à fait, sans problème. Oui, tout à fait. Je suis prêt à lui trouver des gens qui vont lui expliquer qu'il doit faire cette mesure-là. À des limites. Enfin, eux ne sont pas d'accord. Hein? Oui, c'est pour la parenthèse. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils n'ont pas leur carte ou quoi? Non, mais j'ai pas compris comment il s'est arrangé pour ne trouver que des gens qui sont d'accord. Oui, je crois que n'ont pas apprécié le travail. Moi, je peux le trouver. Je peux directement à l'antenne. C'est pas à l'antenne. Tu es son aîné, c'est pas à l'antenne. Tu vas lui faire cette proposition-là. Tu l'appelles gentiment. J'ai pas dit qu'il a fait un mauvais travail. J'ai dit je peux l'aider. Oui, encore des gens qui sont contre cette décision. Il a compris. Il a compris. Merci. Dernier sujet abordé dans Actu et débat de ce jour. Je l'annonçais à l'entame. Nous allons analyser les propos du fondateur de l'ONG Urgence panafricaniste, Kémy Séba, sur son pays d'origine, le Bénin. On se retrouve juste derrière ceci. Alors, velléité d'attaque du Niger via des légionnaires français, ce sont des propos du panafricaniste Kémy Séba lors d'un récent discours. Distella Moussou, comment avez-vous accueilli ces propos d'un fils du Bénin? Écoutez, un enfant qui montre la maison de son père de la main gauche, tout le monde sait comment on l'appelle. Et écoutez, nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une république, et d'autres n'ont pas dit autant pour se retrouver en prison ou aller s'expliquer devant la cour spéciale. Alors, je dis, l'État, mon État ne peut pas s'aplatir, courber les chines ou devant un seul individu. Ou alors, il y a des complicités, ou alors il y a des choses qu'on nous cache, sinon, en principe, dans une république, lorsqu'un citoyen fait ses allégations, des allégations de cette nature, il n'y a que la voie de la justice, n'est-ce pas, pour la mener à faire la preuve de ces allégations-là. Parce que dire que au Bénin, on forme une partie des populations manipulées par des légionnaires français de peau noire, et l'objectif c'est d'aller attaquer, n'est-ce pas, des pays voisins, des pays frères. Moi, je crois que c'est suffisamment dangereux pour que l'État, je ne dis pas Patrice Talon, je dis l'État, n'est-ce pas, puisse demander des comptes à ce concitoyen-là qui est quand même injusticiable. Moi, c'est mon point de vue. Rémi Choubadé, appréciation? Bon, je serais heureux que sur le plateau, on nous dise exactement de quoi il s'agit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, que la population forme les Noirs. Non, j'ai dit. Oui, vous avez trop mis de confusion. Vous avez mis population, vous avez mis former des Noirs dans la même déclaration. Moi, je ne comprends pas. Vous ne voulez pas. Faites la part. Kémy Séba a dit, a allégué. Kémy Séba, votre idole, parce que vous n'avez que ce nom à la bouche. Allez-y, continuez. Non, moi je ne veux pas parler d'un individu qui a fait déclaration. Vous avez dit qu'il est justiciable. Qu'est-ce qui concerne Kémy Séba? Il n'a pas parlé de Harim Choubadé. Il a parlé du Bénin. Et vous avez dit qu'il y a des juridictions. Et que les juridictions et Kémy Séba s'entendent là-bas. Quel est mon problème? Je n'ai pas dit à la justice, venez arrêter Distella Moussou. Comment vous, en tant que Béninois, avez accueilli ces propos? Oubliez cette Comment histoire, vous appréciez ces propos? Oubliez cette histoire de Béninois. À moins que vous le contestez à Kémy Séba, sa nationalité béninoise. Il est Béninois comme vous. Vous pensez à gauche, il pense à droite. S'il dit quelque chose qui n'est pas conforme à la loi, ben, il va s'expliquer devant la justice. C'est pas à nous de dire à la justice d'aller lui demander, d'aller lui poser des questions. Depuis que ça se passe comme ça, je ne comprends pas. Il est libre de s'exprimer. Maintenant, s'il heurte des lois de la République,
La République est là pour lui demander des comptes. Mais on ne peut pas venir vous dire, bon, allez attraper Kémy Séba, allez tuer Kémy Séba, allez... Moi, je comprends Vous pas. pensez que c'est des accusations graves? Non, c'est même pas. Comme dit Stella Moussou? Non, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Kémy Séba aurait fait des Vous ne déclarations. répondez pas à la question. Kémy Séba, attendez. Vous n'avez pas... Il ne peut pas répondre. Moi, il ne va pas venir ici pour dire ce que Kémy Séba a dit, c'est grave. Il ne peut pas répondre. Ça veut dire quoi? Vous avez ouvert un tribunal ici? C'est son leader. Il faut apprécier. Je ne vous demande pas de... Si c'est une infraction, il n'y a que chez nous, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Hein? Et ce n'est qu'après le procès qu'on peut dire oui, il est convaincu de tel crime, de telle infraction, de tel délit. On ne peut pas se lever sur un plateau pour dire ce que Kémy Séba a dit est mauvais ou c'est bon. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui nous arrive. Quelqu'un fait... Vous voyez que notre ami est un confusionniste, il roule tout le monde. Non, mais écoutez, vous croyez plus béninois que qui? Dites-nous, si vous êtes plus béninois que Kémy Séba, c'est de ça que vous voulez qu'on tranche entre vous deux. Moi, je ne peux pas habiliter à faire ça là. Je trouve qu'il est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Maintenant, si ce qu'il dit est les lois de la République est bien organisée pour lui demander des comptes. C'est pas sur un plateau média qu'on va venir dire allez attraper Kémy Séba. Ce qu'il a dit est grave. Il est libre. Ce qu'il a dit est grave, mais je ne comprends pas. Il est libre de dire ce qu'il est en train de dire, même si ça porte atteinte à son pays d'origine. Mais vous, atteinte à pays d'origine, je suis d'accord avec vous. Vous parlez de quel test? On ne peut pas venir ici pour embrouiller les gens. Selon vous, c'est constitutif de quel délit ou infraction? Vous prenez mon rôle là, puisque c'est moi qui vous pose des questions. Non, mais écoutez, ici, on parle de justice. Ou bien vous avez dit qu'un plateau télé, un plateau média est un tribunal. C'est ce que vous voulez dire? En tout cas, moi, je ne l'ai pas dit. Oui, si en tout cas, tu es un très bon avocat. Si c'est est-ce que vous connaissez? Moi, je suis Kémy Séba depuis plus de 25 ans. Au début, il faisait son combat pour l'émancipation des Noirs musulmans en France. Noirs musulmans. Et ce qui l'a mené à attaquer régulièrement les Juifs. Et c'est pour ça qu'il a même fait la prison pour antisémitisme. Et donc, ce n'est que plus tard que Kémy a découvert que, bon, il faut aller défendre les Noirs un peu partout dans le monde. Sinon, au départ, il est français, il est né en France. Il ne connaissait même pas la réalité de l'Afrique. C'est après qu'il a décidé, non, partout, il y a des Noirs, nous allons les défendre. C'est un suprémaciste noir, si vous voulez. C'est votre leader, parce que là, vous le connaissez très bien. Mais je vous dis que au point d'en faire l'éloge. Je vous dis que, pas éloge, enlever les casques et écoutez-moi directement, c'est encore mieux pour voir. Je ne sais pas si c'est les casques qui transforment ce que je dis. Je vous dis que moi, je le suis depuis plus de 25 ans. Si vous avez envie, vous, parce que vous êtes que Kémy, vous savez, j'ai compris la tactique, hein, il faut aller chercher la querelle à une personnalité pour pouvoir être à son niveau. Moi, je ne veux pas faire ce combat. Est-ce que ces propos tenus, ces accusations ne brouillent pas le sens du combat de Kémy Séba? Non, c'est son problème. Moi, c'est son problème. Je vous dis, c'est un vieux de la vieille. Il est très bien, il sait très bien ce qu'il fait. Moi, je ne peux pas que la justice l'interpelle et que, bon, s'il a tort, qu'on lui applique la sanction. Et s'il n'a pas tort... Le sens de son combat n'est pas brouillé, selon vous? Écoutez, je ne suis pas dans son mouvement. Ce n'est pas à moi qu'il a attaqué. Alors, vous allez sur des personnes dans ce moment-là. Kémy Séba, il n'est pas député, il n'est pas ministre, il n'a pas un mandat public. Et vous voulez que moi, je me donne des droits d'apprécier ce qu'il dit. Il est citoyen comme tout autre. Si un ministre fait des déclarations, moi je peux venir ici pour dire, ah non, mais ce monsieur-là, il utilise mes impôts, et donc il doit avoir quand même une certaine décence dans sa posture. Et si c'est Kémy Séba qui est un individu comme moi, un citoyen comme moi, je ne veux pas mettre ma citoyenneté en compétition avec la citoyenneté d'un autre. Il y a des gens qui... Écoutez, même ce que vous dites là, entre nous, même si Kémy Séba avait vraiment fait ce que vous êtes en train de dire, à peine il va faire 1 mois ou 2 mois en prison. Ou bien? Qu'est-ce qu'on a dit? Non, mais vous parlez de propos, machin et tout, ça ne dépasse pas. C'est pas des actes. Merci. Alors, donc, c'est pour qu'il aille faire 2 ou 3 mois en prison que tout le monde se cite comme ça. Enfin. Il y a une certaine opinion qui pense, Stella Moussou, que il faut dire ces accusations brouillent le sens du combat de Kémy Séba, brouillent quelque peu le sens du combat de Kémy Séba. Il m'a empêché d'écouter la question.
Non, je la reprends pour vous. Il y a une certaine opinion, puisque ces propos agitent suffisamment la toile, et il y a une certaine opinion qui pense que ces accusations brouillent le sens du combat du panafricaniste. Moi, je ne connais pas son combat. Je ne connais pas le sens de ce combat. Non, écoutez, ce qui, moi, me dérange, c'est quoi? Je suis béninois, fier de l'être, et j'observe que l'image de mon pays est en train d'être brouillée à l'international, et je sens une campagne, un complot, une campagne internationale de déstabilisation de mon pays, parce que traiter mon pays de réceptacle de formation de terroristes n'est pas une bonne chose pour moi, et je pense que cet individu doit être interpellé pour apporter les preuves de ces allégations, et ça j'y tiens. Je ne suis pas du genre, je ne suis pas du côté de ceux qui pensent il faut laisser Kémy Séba, il est ci, il est ça, il dit ça pour prendre de l'argent chez tel ou tel. Non, j'ai dit il n'est pas malade, il n'est pas fou. S'il a pu, n'est-ce pas, en terre étrangère, dire ça de son pays, il faut qu'il en réponde. Nous sommes dans une république, nous sommes un État. Et nous pouvons... Les gens n'ont pas dit autant, hein. Et ils ont été condamnés, ils ont dit 5 ans, c'est 5 ans, hein. Et ils ont été condamnés pour 10 ans, qui pour 20 ans. Alors quelqu'un qui va dire que, n'est-ce pas, le Bénin, n'est-ce pas, abrite des légionnaires français de peau noire qui forment une partie des populations béninoises, n'est-ce pas, au fin d'aller attaquer des pays voisins. Des pays voisins, je crois que ces propos-là sont d'une gravité extrême. Le gouvernement, par l'entremise de son porte-parole, a réagi à ces propos. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement. Elle fait rire cette accusation de cet activiste. Et je crois qu'il faut le dire sans embâche. Si au Bénin, il devait y avoir des légionnaires français ou un légionnaire français, il s'appellerait, je crois, Stélio Gilles Robert Kapochichi, alias Kémy Séba. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Et c'est pour ça que, de cette tribune, il faut rendre hommage à nos concitoyens béninois qui, de façon unanime, ont marqué leur désapprobation, leur indignation face à cette nouvelle campagne de destruction et de déstabilisation du Bénin. Parce qu'il faut s'en convaincre. Il n'y a pas un autre objectif à l'activisme, soi-disant, de M. Kémy Séba que de provoquer des troubles au Bénin, provoquer la déstabilisation de notre pays. Autrement, vous en conviendrez, les arguments fallacieux qui sont souvent évoqués pour justifier d'un certain nationalisme ou d'un certain panafricanisme sont sans fondement aucun s'agissant du Bénin. Et chaque fois que nous l'avons mis face à ces mensonges, en démontrant à l'opinion que ces accusations étaient totalement infondées et farfelues, les heures d'après, c'est une autre invention qui apparaît. Et le cas d'espèce, c'est que tout dernièrement, quand on a fini de démontrer, en lançant même le défi à ceux qui voudraient, à partir du Niger, venir ici, faire le tour de notre pays pour voir avec nous s'il y avait des bases militaires françaises, quand on a fini de démontrer l'inexistence de ces bases, c'est depuis Niamey que M. Kapochichi a inventé, parce qu'il aurait été convaincu, lui, par des documents qui lui auraient été présentés là-bas, il aurait été convaincu, disais-je, de la présence de légionnaires français au sein de notre armée pour je ne sais quoi à faire ici. Les Béninois ont compris que sa seule mission, parce que c'est de ça qu'il vit, ses commanditaires le nourrissent pour cela, c'est de favoriser les troubles ici, c'est de favoriser la déstabilisation de notre pays. Fortement, le gouvernement a travaillé depuis les années 2016-2017 à renforcer notre pays en toutes ses composantes, y compris au plan de la sécurité intérieure et de la préservation de l'intégrité de notre territoire. Le porte-parole du gouvernement à l'instant, Wilfried Léandre Rungweji, vous l'avez suivi, Arimi Choubadi, réaction. Oui, vous savez, il y a bientôt plus d'un an et demi que des députés béninois, disons quelques mois, des députés béninois ont déposé une question au gouvernement pour demander de leur expliquer, de venir s'expliquer sur les rumeurs de présence de matériel militaire français et de soldats français. Et ils ont bien cité des sites à Tourou, à Kanli, à Bembereke, etc. Depuis des mois, le gouvernement ne sait même pas exécuter. Il n'a pas donné de réponse. Des députés béninois. Alors, je veux comprendre.
c'était l'occasion pour le gouvernement de clarifier cette situation, de créer même une commission. Qu'est-ce qui les empêchait de créer ils ont des députés à l'Assemblée de susciter la création d'une commission d'enquête. Votre réaction? Pour aller sur le site, pour aller. Non, je vous dis, ils n'ont pas répondu aux questions des députés. Et vous voulez qu'ils viennent répondre. Et c'est pour Camille Seba que tout le monde est vent debout pour aller lui répondre. Mais je trouve cette méthode-là curieuse. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on emprisonne Camille Seba ou qu'on ne l'emprisonne pas, qui ouvre les frontières avec le Niger. Je pense que qu'on aurait fait ce débat-là depuis que 6 mois, 7 mois, on a pu régler ce problème-là. Comme je vous l'ai dit, aller sur le terrain, laisser les députés aller faire les enquêtes, produire leur rapport, pour qu'on puisse clarifier définitivement cette affaire depuis là. Et aujourd'hui, on ne serait même plus en train de dire, on répond à tel, quand le Premier ministre nigérien parle, on va lui répondre, quand tel officiel, moi je ne suis pas rentré, je ne sais pas ce qu'on veut. On veut s'amuser pour faire des coups politiques, des coups publicitaires, des coups de communication, au lieu de faire vraiment de la diplomatie ou de la politique. Je m'inquiète pour ce qui est en dessous de tout ça. Je présume que pour Camille, ça va se calmer d'ici là. Et ça va continuer par quoi? Par les soutiens, les marques de soutien à talons. C'est ça qui va ouvrir la frontière avec le Niger. Je vous dis, ils n'ont qu'à aller répondre aux questions des députés sur les armes et les militaires français, la présence des militaires et des armes, des matériels militaires. Mais il y a eu beaucoup d'autres déclarations. Quand le président Macron a dit que le Bénin devient désormais un partenaire militaire où ceux qui sont rapatriés du Mali et du Niamey pouvaient venir au Bénin, pourquoi il n'y a pas eu levé de bouclier? Pourquoi le Français lui-même dit je veux m'implanter ou bien je suis en train de m'implanter au Bénin? Il n'y a pas eu de levé de bouclier. Et ce sont ceux qui qui dénoncent ce fait-là. C'est pour eux qui devient qu'on amplifie. Enfin, écoutez, moi je ne veux pas faire. Moi j'ai un problème de discours politique avec le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe avec la présence des militaires français? Ce n'est pas des déclarations. Ce n'est pas des déclarations. Ils n'ont qu'à pousser plus loin la question des députés, créer une commission parlementaire d'enquête qui a 2 ou 3 mois pour enquêter. Produire des rapports. Voilà sur les sites, produire des rapports. Si c'est un rapport... Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement. Nous égrenons les toutes dernières minutes de Actu et Débat de ce jour. On va y aller très rapidement. Non, j'ai suivi le porte-parole du gouvernement. Ça, c'est la position du gouvernement. Mais moi, j'ai la mienne. Et c'est la mienne que j'exprime. Je dis... toi, tu es qui? Je suis un citoyen béninois. Vous permettez qu'il finisse? Vous êtes qui? Vous permettez qu'il finisse? On dirait je suis un citoyen béninois et je dis... Comme Camille. Ces choses-là qui sont dites sur mon pays, n'est-ce pas? La justice de mon pays doit, n'est-ce pas, a pour obligation impérativement, n'est-ce pas, de se mettre vent debout pour que l'intéressé puisse nous dire où se trouve, n'est-ce pas, ces camps de formation et où se trouvent ces légionnaires qui forment quelle population. Sinon, c'est pas bon, c'est donner l'impression que l'État, comme le disent les Ivoiriens, le visage de l'État est par terre. Le visage de l'État est par terre, ce sera votre mot de la fin. Arémé Choubadi, un mot à ajouter? Non, un mot de la fin? Le gouvernement béninois n'a qu'à faire les choses dans les normes. Ici, on n'est plus en train de s'amuser. On a fermé les frontières pendant 7 mois. Et on veut aujourd'hui qu'on ouvre les frontières. Ce ne sont pas les déclarations de soutien qui vont nous permettre de régler cette situation-là. Pour Camille Seba, ça c'est un épiphénomène. Qu'on l'enferme pas, ça ne change rien à la problématique. Et pour moi, je ne suis pas en position, en poursuite, de dire à la justice. Donc c'est moi qui disais à la justice avant qu'elle fasse son travail. Mais c'est même une manière d'infantiliser notre justice. Et je ne sais même pas pourquoi on met toute cette pression. Bon, je vais demander à mon ami vous ne pouvez plus, malheureusement, puisque je vais lui trouver une touche de magistrat. Nous sommes au terme de cette émission. Merci à Arémé Choubadi, journaliste, Distel Amoussou, consultant média. Vous étiez en studio sur Actu et Débat, qui se referme. Merci aux amis auditeurs de Radio Cotonou, Patrice Abedja, Job Chike, Brice Bill Aïtjedji. Bonsoir chez vous. Actu et Débat.